mais tu peux aussi. Les lunettes. Salut. Les lunettes. Tu pourras venir. Je vous rappelle demain. Quoi, elle est pas bien mon eau? Je garde mon manteau là. C'est pas époustouflant, mais une petite ambiance de. Ah, j'ai mis. Afid, on est au taquet de la lumière. Oui. C'est le chauffage, pas la lumière. C'est l'un ou l'autre. Un petit côté Halloween. Hein. Okay. Bien, mesdames, messieurs, est-ce qu'on attend encore des élus? Je regarde sur les. Madame Le Méné, bonsoir. Est-ce qu'il y a des gens qui doivent encore arriver de votre côté ou pas? Donc on démarre sans l'attendre. Et pour les rangs de devant, est-ce qu'il y a des voisins voisines qui sont censés arriver? Non, Joséphine, je crois qu'elle a donné son pouvoir. Bon. Alors, tu vois. Clac. Oui, je te passe. On va essayer, elle est là. Très bien. Et Lucie aussi. Alors, Lucie est là. Tafou qui a donné ça, c'est bon. Dominique, elle est Marie. Maurice, Mary. Et donc, tu signales que M. Chat lui arrivera au cours de route et on comptera se rentrer. Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. J'ouvre officiellement cette séance du Conseil et sans attendre, je passe la parole à notre secrétaire de séance, Madame Charpentier, qui va procéder à l'appel. J'ai mon micro. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, Richard Delpierre. Présent. Violaine Charpentier, présente. Benoît Ribert. Présent. Véronique Siadou. Présent. Christophe Consdorf. Présent. Martine Bélier. Présent. Jean-Louis Jarige. Présent. Aline Téménides. Philippe Collins. Marie-Laure Majou. Anne Testu. Jérôme Legrel. Gilles Bertin. Claude Joriot donne pouvoir à Monsieur Voiseux. Louis-Marie Soleil. Présent. Dominique Forget donne pouvoir à Monsieur Soleil. Marie-Claude Chevrier. Présent. Janine Bataille. Présent. Patrick Berthomé. Présent. Jean-Michel Vangère. Tanguy Audic de Kernen donne pouvoir à Monsieur Jarige. Géraldine Arène-Schneider. Valérie Genquin. Agathe Méry donne pouvoir à moi-même. Joséphine Parmentier. Présent. Martial Prado. Présent. Camille Ribert. Présent. Jean-Christophe Voiseux. Présent. Marc Sévely. Présent. Lucie L'Oncle Duda. Présent. Marie-Cécile Godot. Présent. Frédéric Rospini-Clérici. François Lecomte. Jean-François Pemery. Maurice Toledano donne pouvoir à Madame Alquier. Nicole Alquier. Karine Leméné. Fabrice Tabary. Brigitte Vauvel, pardon. Guillaume de Châtelus va arriver. Christelle Fayu. Dorothée Bilger. Et Caroline Aucringer. Et voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup. Tout d'abord, toutes mes plus plates excuses pour l'ambiance thermique. Voilà, on vous a prévenu un peu avant la fin, donc je vois que vous êtes arrivés équipés, mais on essaiera de faire mieux pour le conseil de fin d'année. Deuxième délibération sur l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 3 octobre 2024. Est-ce que ce PV appelle des remarques, corrections, amendements? Je ne vois pas de main s'agiter. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Ce PV à l'unanimité est adopté. Je vous en remercie et je remercie l'administration pour ce sans faute. Délibération suivante. Je passe la parole à Madame Testu pour un complément à la subvention d'équilibre que nous versons au CCAS pour l'exercice 2024. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Effectivement, il s'avère que les crédits ouverts au budget primitif pour procéder aux écritures de dotation aux amortissements des biens renouvelables sont insuffisants. C'est essentiellement dû au passage à l'instruction budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2024, puisque les modes de calcul de la dotation sont différents maintenant, et ça a rendu du coup ça plus difficile à évaluer. Donc il est demandé à l'Assemblée d'accorder une subvention d'équilibre complémentaire de 27 000 € pour pouvoir procéder à ces écritures de dotation aux amortissements.
Merci Madame Testu. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération? Madame Fauvel, vous avez la parole. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir les membres du conseil municipal. Donc la ville a pu débloquer 27 000 € pour le budget du CCAS. J'en suis très satisfaite. Alors cela me laisse espoir que la ville saura trouver le budget de 15 000 € pour ouvrir le village des enfants tout le mois d'août. Voilà, bonne soirée. Merci Madame Fauvel. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention? On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité. Alors moi je vais rebondir sur cette délibération, pas sur ce que vous avez dit Madame Fauvel, mais sur une demande récurrente que vous faites et qui me paraît plus en lien avec la délibération est fondée. Ce petit complément de versement nous rappelle que nous aurons sans doute l'année prochaine à venir abonder le CCS de manière beaucoup plus significative pour permettre d'équilibrer les comptes de l'EHPAD. Et donc je vous proposerai très probablement au mois de janvier une commission spéciale plutôt côté conseil municipal pour que l'ensemble des groupes soient représentés, pour qu'on puisse un peu repartager les hypothèses de soutenabilité de notre EHPAD, qui, je le rappelle, comme 85% des EHPAD de France et Navarre perdent de l'argent, notre capacité à le soutenir le temps qu'on trouve une solution qui permette d'imaginer une exploitation plus équilibrée de cet équipement. Donc on fera ça. Je remercie dès à présent Madame l'oncle Duda, qui sera sans doute chargée d'animer cette réunion, qui n'a pas vocation à trancher, mais à vous permettre d'être au bon niveau d'information sur la réalité du fonctionnement d'un établissement qui a retrouvé son plein régime, qui n'est plus dans une situation transitoire, mais qui perd durablement de l'argent, ce qui n'était pas le cas avant le Covid. Donc c'est important que vous ayez toutes et tous les éléments en tête et les pistes sur lesquelles on peut travailler. Voilà. Délibération suivante. Il s'agit donc d'une autorisation de programme sur le plan pluriannuel d'investissement 2022-2026. Je passe la parole à Madame Temenides. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc je vous rappelle que notre plan pluriannuel d'investissement pour la période 2022-2026 a été voté alors je crois que c'était 2021, excusez-moi. 2022, qu'il a déjà fait l'objet de 5 modifications et donc nous en sommes à la 6e. Alors pourquoi nous faisons des modifications dans nos PPI? C'est soit pour inscrire de nouveaux projets, soit pour modifier les crédits de paiement, c'est-à-dire les annualités de dépenses des différents projets. Pardon Madame Temenides, je vous interromps juste pour saluer l'entrée en conseil de Monsieur de Châtelus qui ça puisse être noté au PV. Vous pouvez continuer. Merci. Bonsoir Monsieur de Châtelus. Voilà. Donc notre PPI a 5 opérations aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y a la restructuration de l'école Langevin pour un montant de 14 95 000 €. La rénovation thermique de l'école de musique pour 1 123 100 qui est terminée. La rénovation thermique des vestiaires du gymnase de Corneille pour 733 200 € qui est terminée également. La création d'une bibliothèque de quartier à la ZAC du Bourg pour 2 15 000 € et la rénovation du stade Michaud 1 pour 2 454 000 €. L'objet de la délibération suivante est donc de modifier pour 2 raisons différentes 3 opérations. Alors la première, c'est la restructuration de l'école Langevin. Aujourd'hui, le montant global de l'AP, donc de 14 95 000 €, doit être augmenté de 854 000 € et donc monter à 14 945 000 € pour tenir compte de 2 raisons. La première, c'est la prise en compte de différents avenants à des marchés travaux qui sont en cours de réalisation, qui portent sur un montant de 650 000 €. Cette augmentation est liée soit à des travaux supplémentaires liés à des problématiques techniques, soit à la prise en compte de la réactualisation des indices de prix de marché, comme c'est prévu dans les contrats. Donc ça, c'est une première raison, on va dire une première enveloppe de 650 000 €. Et d'autre part, c'est la reconstitution d'une enveloppe que nous avons dans les projets, qui est pour faire face à d'éventuels aléas sur la phase finale du chantier, puisque je vous rappelle qu'il est bien prévu de terminer l'école en septembre 2025, en tout cas d'honorer la rentrée de septembre 2025, et donc de reconstituer une enveloppe à hauteur de 200 000 €. Donc 650 plus 200, 850 000 €. Donc augmenter cette autorisation de programme. Toujours pour l'école Langevin, mais
également pour les deux autres AP que sont la création de la bibliothèque de quartier et le stade Michaud. Il s'agit non pas d'augmenter les autorisations, mais de décaler des autorisations de dépenses, dont des crédits de paiement qui étaient prévus en 2024 et qui seront reportés en 2025 en raison non pas de décalage de travaux, mais de réception de factures, par exemple, et de dire qu'aujourd'hui, par exemple, la bibliothèque de quartier va se terminer en 2024 ou tout début 2025, et les factures qui ne seront pas reçues en 2024 doivent être payées de toute façon, et donc reçues en 2025 et payées en 2025. Et ce qui fait qu'il y aurait un décalage. Donc pour l'école Langevin, c'est 2,6 millions à décaler de 2024 à 2025. Pour la bibliothèque de quartier, c'est 500 000 € de 2024 à 2025 et le même montant, 500 000 pour le stade Michaud. Ce qui fait qu'au total, on a un décalage de 3,6 millions, plus l'augmentation de 850 000 pour l'AP de Langevin. Voici, monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Tamindès. Monsieur de Châteloup, vous avez la parole. Allez-y. Pas encore. 1, 2, ouais, c'est bon, ça marche. Merci beaucoup, monsieur le maire, de me donner la parole. Moi, je voudrais m'adresser aux Chénais-Courtois qui nous écoutent, parce que la position de notre groupe sur cette résolution illustrera notre position constante sur le sujet des investissements publics que vous menez. Pour la résumer, et depuis le début de ce mandat, nous disons oui aux projets qui servent le quotidien des Chénais-Courtois, par exemple l'école Langevin, par exemple le stade Michaud, mais non, 3 fois non aux projets irrationnels, coûteux, mal conçus dans leur financement, comme dans leur objectif. Je prends un exemple, vous le connaissez, vous avez parlé, Madame Téménidès, de la bibliothèque de Rocancourt, qui à l'origine devait être une maison de quartier. Vous l'avez transformée en bibliothèque, on ne sait pas très bien pourquoi, peut-être pour avoir plus de subventions, vous ne les avez pas encore. Ce projet devint un projet faramineux, initialement à 800 000 €, il passe à 2,15 millions, vous venez de nous le dire. Déconnecté du besoin et de la mutualisation liée à la commune nouvelle. Et puis, il existait une bibliothèque associative, comme vous le savez, qui fonctionnait bien. Et ce 2,15 millions, d'ailleurs, sans parler de charges additionnelles qui vont certainement venir. Donc, nous continuons à nous opposer à cette folie dépensière qui s'est emparée de vous. Nous dénonçons avec constance, depuis le début de votre mandat, la manière dont sont conçus, choisis, financés vos projets. Votre philosophie du quoi qu'il en coûte. Vous êtes en quelque sorte le Bruno Le Maire du Chênay, le talent littéraire en plus, en tout cas c'est ce que je vous souhaite. Et chez vous, pour paraphraser Descartes, c'est pas cogito ergo sum, mais depenso ergo sum. Bien, je vous remercie de cette envolée. D'un mot revenir, puisque vous évoquez le quoi qu'il en coûte, je l'ai essentiellement mentionné pour l'école Langevin. Donc je suis très heureux, mais il faut que vous soyez cohérent dans vos propos, que vous souteniez sans faille les projets utiles pour les Chénais-Courtois. Mais le quoi qu'il en coûte, c'était vraiment pour l'école Langevin. Il en coûte, pas n'importe quoi, mais il en coûte, puisque comme Mme Téméniès l'a rappelé, je n'ai laissé aucune marge de manœuvre sur le timing, donc j'en laisse un petit peu sur les coûts. Sur la bibliothèque du quartier, je vous laisse en entière responsabilité de l'utilité. Oui, c'est un projet qui est assez fortement subventionné. En règle générale, dans ce pays où l'argent public est rare, quand on donne des subventions, c'est que la puissance publique estime qu'il y a une utilité. Je connais aucun service de l'État, aucune collectivité qui lâche aujourd'hui des subventions si elle estime que ça ne vient pas servir une politique publique. Et donc, en l'occurrence, effectivement, ce projet est bien subventionné. Les explications sur les écarts de coûts par rapport au devis d'origine, on les connaît tous. Je rappelle qu'il y a eu une petite guerre en Ukraine et quelques épisodes qui ont très largement fait flamber, notamment le prix du bois. Donc, je serais tout à fait capable de justifier les écarts. Votre appréciation sur l'utilité de l'équipement entre une maison de quartier et un équipement culturel qui sera ouvert au public, bon, je vous laisse juge, mais je pense que les habitants de ce secteur du bourg de Rocancourt, parce que la bibliothèque que vous évoquez, elle est de l'autre côté de la route, donc on est quand même moins en proximité, seront heureux d'avoir dans quelques mois un équipement de proximité. Bon, moi, j'ai pas d'état d'âme là-dessus. Si vous en avez, c'est votre problème, j'allais dire. Mais voilà, je peux bien entendre pas mal de choses, mais critiquer le quoi qu'il en coûte et être pour Langevin, il faudra un moment choisir votre position. C'était vraiment sur ce projet structurant qui est le projet phare de la mandature que j'ai depuis le début tenu ces propos. Je les assume pleinement. Ça ne veut pas dire qu'on est laxiste, bien au contraire, sur un pilotage sensible, mais Mme Téméniès l'a rappelé, notre priorité, évidemment, c'est que cet équipement essentiel soit livré en temps et en heure aux enseignants et aux familles chénais-courtoises qui l'attendent avec impatience. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? Monsieur Soleil. Bonsoir,
Mes chers collègues, bonsoir Monsieur le maire, bonsoir Monsieur de Châtelus. Je rajouterai une remarque qui me vient directement là, du fond du cœur, c'est que boycotter en bloc, comme ça, comme vous le faites, tous les projets d'investissement, parce que ce sont des projets qui ne vous conviennent pas, ça a au moins un mérite pour ce qui vous concerne, c'est que ça évite une analyse fine et une critique qui est étayée. Et donc, c'est effectivement plus facile. Je comprends que vous soyez économe de vos efforts. Bien, on va s'en tenir là. Est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention? Non. On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Je ne vois pas. Y a-t-il des abstentions? Alors, 1, 2, 3... alors, 1, 2, 3, 4, 5. Pas les pouvoirs. Alors, non. Ben, c'est l'équipe, mais je ne vois pas la main de M. Pemry se lever. Mais, au stade où on en est, je préfère... Non, mais... Voilà, donc toute l'équipe s'abstient. Donc les 7 et pour le reste à la majorité. Merci. Madame Temenides, même si c'est extrêmement risqué, on vous laisse la parole pour présenter la décision modificative numéro 2 au budget principal de l'exercice 2024. Merci. Alors je vous invite, comme traditionnellement sur ces demandes, budget ou demande décision modificative, à ouvrir l'annexe où vous avez le tableau de chiffres qui vous permettra de suivre ou de m'accompagner pour les lettres. Enfin, je ferai les lettres. Je vous laisse le temps de l'ouvrir, peut-être. C'est bon? Bon, ben alors. Allons-y. Donc, comme vous le savez, un budget est équilibré en dépenses et en recettes. Et donc, bien sûr, je vais vous parler des deux volets. On va commencer par la section d'investissement, comme sur le tableau. Donc, en matière de dépenses, je viens de vous parler de la modification du PPI. Donc, nous venons d'approuver le report de crédit de 3,6 millions des dépenses, donc des crédits de paiement de 2024 sur 2025. Donc, il est normal que les dépenses d'investissement du budget 2024 diminuent de 3,6 millions. Vous retrouvez les lignes, 2,6 millions pour Langevin, 500 000 pour la bibliothèque et 500 000 pour le stade Michaud. De la même façon, en ajustement, aujourd'hui, au budget, nous avions prévu une enveloppe de 2,2 millions de subventions d'équipement à verser pour permettre de verser des subventions aux bailleurs sociaux pour la construction de logements sociaux. Il s'avère qu'aujourd'hui, les besoins exprimés par les bailleurs sociaux en matière de subventions sont très nettement inférieurs à l'enveloppe qui a été inscrite dans le budget 2024. Alors, non pas qu'on ne veuille pas verser ou qu'il n'ait pas besoin, pas besoin, on va dire, de subventions, mais parce qu'on, quand il y a, vu la rareté des projets qu'il y a sur la commune, voilà, on va répondre aux besoins justifiés, mais pas, on ne peut pas en faire plus que ce qui est demandé. Donc, par rapport à l'enveloppe de 2,2 millions, il est envisageable de la réduire de 1 million. Les crédits qui étaient donc affectés pour soutenir cette réalisation de logements sociaux, locatifs sociaux. Ensuite, suite à la cession du bâtiment provisoire dit Curva 2, qui est actuellement en cours, la commune a l'opportunité en fait de rendre à ce terrain la vocation sportive qui était la sienne avant les travaux de rénovation du gymnase Curva en 2019. Il est donc proposé d'ouvrir pour le coup des crédits pour 500 000 € en vue de recréer le terrain de sport collectif qui est associé au gymnase Curva, et ainsi de finaliser l'aménagement du site. Donc ouverture de 500 000 €. Le net de ces dépenses est donc le net de ces projets est une diminution de 4 millions 100 du montant des dépenses d'investissement. Toujours dans l'actualité, la cession qui était prévue de l'immeuble de la rue de l'Étang en vue de réaliser une opération de logements sociaux qui était fléchée donc vers les agents des services publics prend aujourd'hui du retard en raison, alors en particulier du recours qui est formé contre la modification du PLU qui est indispensable au projet, également dans les discussions en cours sur le projet lui-même. Et donc, cette cession pour 1,6 million ne sera pas réalisée en 2024. Donc, une diminution de recettes de 1,6 million. Comme les besoins d'investissement, de dépenses d'investissement sont de 4,1 millions minorés par ces recettes de 1,6 million, il nous reste donc 2,5 millions de dépenses en moins dans les budgets d'investissement. Et donc, on a un besoin d'appel de faire appel à l'emprunt inférieur de 2,5 millions. Et donc, on vous propose, pour équilibrer et de façon logique, de diminuer l'emprunt qui était prévu au budget de 2,5 millions et donc de passer de 4 millions à 1,5 million. On est dans la partie donc investissement, donc on a un équilibre, 4,1 millions de moins en dépenses et 4,1 millions de moins en recettes. J'en viens à la section de fonctionnement. En recettes, je commence par les recettes, le ralentissement des transactions immobilières se prolonge
et le niveau des droits de mutation que nous avions prévu déjà à la baisse en 2024 par rapport à 2023, de mémoire c'était 25% quand même de diminution. On constate qu'aujourd'hui on n'a pas encore, on constate que c'est encore plus bas et donc il faut diminuer par prudence de 200 000 € cette enveloppe. Ce qui fait qu'on arriverait à un montant de 1 676 000. Là, on avait budgété 1 876 000. Pour mémoire, on était à plus de 3 millions dans les années 2021-22. Ça, c'est côté recettes, donc une diminution. Côté dépenses, en plus de la subvention ou en complément de la subvention du CCAS dont a parlé Madame Testu, donc des 27 000 €, il s'avère nécessaire également de travailler, de rajouter une enveloppe complémentaire pour la restauration scolaire. En effet, un nouvel avenant au marché de fourniture de repas en liaison froide pour les restaurants scolaires et accueil de loisirs est en cours de discussion et doit être conclu pour garantir l'équilibre général du contrat. Vous savez que si l'équilibre du contrat est trop déséquilibré, le fournisseur peut être amené, pourrait, dans certains cas, renoncer à la fourniture de la prestation. Donc, je vous propose de rajouter une enveloppe de 20 000 € donc, pour la restauration scolaire, ce qui fait un total de 47 000 € d'augmentation des dépenses. Et pour équilibrer l'ensemble, pour que toujours la section de fonctionnement soit équilibrée entre dépenses et recettes, je vous propose un ajustement de la pénalité SRU. Et là, c'est une bonne nouvelle dont nous avons déjà parlé. Donc, il faut rééquilibrer de 247 000 € de moindres dépenses. Et ceci se fait côté pénalité SRU, où vous le saviez, au moment du budget, on avait une surpénalité de 300%. Et que suite au recours effectué par la commune, la pénalité a été diminuée à 220%. Et ça nous a été confirmé en juin dernier. Ce qui fait que notre prélèvement sera de 1,8 million quand même, versus les 2,2 millions prévus en budget. Ce qui fait qu'au total, les modifications du budget principal qu'on propose dans cette décision modificative, c'est une diminution de la section de fonctionnement de 200 000 € et une diminution de la section d'investissement de 4 100 000 €. Merci Madame Temenides pour cette démonstration implacable. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention sur ce projet de DM? Madame Malquier, vous avez la parole. Oui, merci. Premier point sur les recettes, la baisse des droits de mutation, ça on n'est pas surpris. Le département avait déjà aussi annoncé la couleur, donc il est clair qu'il faut faire attention à ce qu'on dépense. Et le contexte national actuel renchérit encore cette inquiétude, puisque effectivement, ce qui était prévu au départ en termes de un peu de favorable, côté favorable pour les collectivités est en train de disparaître. Donc nous appelons bien sûr la collectivité à faire preuve de prudence. Et le deuxième point, je dirais heureusement qu'on a une petite baisse de la pénalité SRU, parce que vis-à-vis de 50 millions d'euros vendus par l'État pour l'INRIA, je pense que c'était même un minimum du minimum. Hein. Voilà. Merci. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention? On va donc passer au vote. Y a-t-il des votes contre cette proposition de DM? Des abstentions à l'unanimité. Merci beaucoup. Madame Temenides, vous conservez la parole pour nous parler d'une délibération classique, celle des admissions en non-valeur et créances éteintes pour le budget principal, exercice 2024. Alors, je vais juste comme vous me disiez, Monsieur le maire, c'est une délibération qui est annuelle. Je vais vous rappeler. Alors, excusez-moi, je suis sur le PPI. Voilà. Je vais vous rappeler que les créances les créances irrécouvrables sont les créances pour lesquelles le Trésor public a fait toutes les démarches, énormément de démarches pour recouvrer l'argent, alors que les créances éteintes, ce sont des créances pour lesquelles le Trésor public a également fait des démarches, mais sur lesquelles il arrête et il n'a aucun moyen de continuer. Je ne sais pas si je suis très claire, mais en tout cas, c'est la distinction entre les deux. Et dans les créances irrécouvrables, si jamais un des débiteurs revenait à meilleure fortune et payait, eh bien, on pourrait récupérer cet argent. Ce préambule étant fait, le montant des dépenses qu'il s'agit que je vous propose de voter donc concerne des créances irrécouvrables. Il y a 79 pièces qui sont présentées pour un montant de 9 714 €. La plupart des dossiers concernent en fait des personnes physiques sur des factures non réglées de services publics locaux du style restauration scolaire ou accueil de loisirs.
Dans les créances éteintes, il s'agit ici de 40 pièces qui ont été émises entre 2021 et 2023 pour un montant total de 1 849 €. Ces montants sont légèrement supérieurs à ceux de 2023, mais restent d'un niveau quand même assez, pour ne pas dire très bas. Et j'en profite pour vous donner des informations sur le taux de recouvrement des actions menées par le Trésor public. En 2024, il nous a annoncé un taux de recouvrement de 99,78%, presque 100%. Et je peux le comparer à 2023 ou 2022, on était à 99,15%. Donc vous voyez, il y a un gros effort effectué par notre partenaire Trésor public. Merci Madame Teminides. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération? Pas de souhait, pas de vote contre, pas d'abstention, à l'unanimité. Merci. Délibération suivante porte sur le maintien des garanties d'emprunt en matière de logement social suite à la fusion-absorption de l'Office public HLM de Versailles Habitat par la SEM Versailles Habitat. Madame Teminides. C'est pas, je parle trop. Je crois que... Non. Monsieur le maire, vous avez tout dit, puisque l'objectif de cette délibération est que la commune continue de garantir, que la commune continue les garanties qu'elle avait apportées, ou qu'elle a apportées à Versailles Habitat, à l'OPH Versailles Habitat, et qui devient aujourd'hui une société, alors SMEL, excusez-moi, une société d'économie mixte locale, voilà, et donc qui change de statut, mais l'objectif de la délibération est de continuer à donner les garanties aux prêts que nous avons, non pas les prêts que nous avons consentis, aux prêts que Versailles Habitat avait acquis ou souscrits auprès de banques et pour lesquels la commune avait donné sa garantie. Donc c'est il vous est demandé de prendre acte de la fusion-absorption de l'OPH de Versailles Habitat, qui crée la société d'économie mixte locale Versailles Habitat, et donc d'approuver le maintien de ces garanties. Merci beaucoup. Je n'ai quand même pas tout dit. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention sur cette délibération très technique? Je n'en vois pas. Pas de vote contre, pas d'abstention, à l'unanimité. Merci pour ce bailleur local. Normalement, dernière de cette série pour Madame Teminides, une délibération concernant l'acquisition et le classement d'office dans le domaine public des rues de Briqueville, André-Marie Ampère, Philippe Lebon et Juliette Frémillon. Effectivement, alors c'est un vieux dossier, puisqu'il y a plus de 50 ans, il y avait un lotissement qui avait été créé et délimité par les rues de Glatigny et la rue de la Résistance. À l'occasion de la création de ce lotissement, il y avait tout un réseau viaire qui a été créé pour desservir cet ensemble pavillonnaire. Ces voies ont été ouvertes à la circulation publique et étaient demeurées propriété privée. Alors que c'est depuis de nombreuses années la commune qui assure l'entretien courant et les travaux de grosses réparations. Vous vous souvenez certainement par une délibération du conseil municipal du 19 octobre 2022, notre assemblée avait autorisé le lancement de la procédure de classement d'office dans le domaine public communal de ces rues. Ensuite, suite à cette décision, il y a eu une enquête publique qui avait été ouverte et le rapport du commissaire enquêteur avait été remis à la commune le 16 février 2023. Il se trouve que dans ce rapport, il était apparu qu'il y avait une réserve qui avait été apportée par un riverain. Alors, la commune a décidé de saisir la préfecture des Yvelines en vertu de l'article L318-3 du Code de l'urbanisme, qui dispose que si un propriétaire intéressé fait connaître son opposition, la décision est prise par un arrêté du représentant de l'État dans le département à la demande de la commune. C'est-à-dire que ça transfère, la décision n'est plus à la main de la commune, mais elle était transférée au représentant de l'État. Le représentant de l'État, à savoir le préfet, donc par courrier du 25 septembre 2024, nous a confirmé qu'en fait rien ne s'opposait au regard des pièces du dossier à ce que ce soit le conseil municipal qui soit compétent pour classer d'office ces voies au sein du domaine public communal, dans la mesure où le riverain n'a pas formellement exprimé son refus au classement des rues, ni activé les voies et moyens à sa disposition de le faire. Donc finalement, ça revient à la commune, et c'est pourquoi il vous est demandé d'approuver d'une part le transfert de propriété de ces voies précitées donc dans le domaine communal et le classement d'office dans le domaine public communal. Et là, j'ai terminé.
Merci beaucoup. Avant de passer la parole à celles et ceux qui le souhaiteraient, je tiens à préciser, au-delà de la délibération technique, que ces démarches elles sont engagées pour permettre de poursuivre le déploiement du stationnement résidentiel, manifestement assez attendu par les riverains de ces rues, et que nous ne pouvions pas mettre en œuvre puisque nous n'étions pas dans le domaine public. Donc je veux quand même le préciser, on ne s'est pas embêté à régulariser tout ça pour le plaisir de sortir d'un des très nombreux imbroglios urbanistique que cette ville compte, mais pour permettre la poursuite du déploiement du stationnement résidentiel dans ces rues. Que vous l'ayez en tête avant de voter, comme ne disait pas Monsieur le maire, vous nous avez caché quelque chose. Voilà. Y a-t-il des souhaits d'intervention maintenant que j'ai apporté cette petite précision? Des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité. Merci beaucoup et merci aux services et aux élus qui ont passé du temps sur ce sujet. Alors, je crois que la prochaine... non, alors, 8, 9... Madame Majou, vous allez pouvoir maintenant prendre la parole pour tenter un exercice de synthèse avant que nous nous prononcions et donner notre avis sur le projet de plan des mobilités en Île-de-France 2030. Merci Monsieur le maire. En effet, j'ai lu les nombreuses pages de ce rapport et de ses annexes. On va vous faire une version courte ce soir. Donc, le plan des mobilités en Île-de-France, il établit les principes pour l'organisation de la mobilité des personnes et du transfert des marchandises, la circulation et le stationnement pour la période 2020-2030. Il succède au plan des déplacements urbains d'Île-de-France, autrement appelé gentiment le PDU-IF 2010-2020, dont la mise en révision a été décidée par le conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité le 25 mai 2022, suite à une évaluation menée en 2021. Il faut juste rappeler qu'il y a 1276 communes dans la région Île-de-France et qu'on comprend que l'examen et la révision aient pris du temps d'étude. Le nouveau plan, il est élaboré par Île-de-France Mobilité en collaboration avec l'ensemble des acteurs et des parties prenantes de la mobilité en Île-de-France. En tenant compte de l'évolution du contexte démographique, économique et de la mobilité des Franciliens, ce plan vise en priorité à répondre aux besoins de mobilité des personnes et des biens dans toute la région et pour tous les publics, tout en préservant l'environnement et la santé et en recherchant la cohérence et l'efficience des politiques de mobilité. Sur le plan environnemental, ce projet est assez ambitieux et il vise, à l'horizon 2030, la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 26% liées au déplacement, la baisse de la concentration de polluants sous les valeurs réglementaires et l'amélioration de la sécurité routière et la réduction de moitié des accidents de la circulation. Ce plan est très structuré. Il s'articule autour de 14 axes d'action qui répondent à 5 grandes orientations. Je ne citerai ici que les 5 grandes orientations. La première étant le développement des alternatives à la voiture individuelle. La deuxième étant le meilleur partage de l'espace public entre les différents modes de déplacement. La troisième étant l'optimisation de la logistique urbaine. La quatrième, l'évolution des parcs des véhicules avec des voitures moins carbonées. Ou des véhicules, pas forcément que des voitures d'ailleurs. Et la dernière grande orientation, c'est le changement des comportements pour favoriser des modes de déplacement vertueux pour tous. Ce projet, donc, comme je le disais tout à l'heure, très ambitieux sur le plan écologique, il va aussi dans le sens de la politique communale de développement des mobilités actives et de réaménagement des espaces urbains pour que chacun puisse trouver sa place, qu'on soit alternativement, parce que c'est souvent le cas, en voiture, à vélo, en bus ou à pied. Par courrier en date du 5 juin 2024, la région Île-de-France a sollicité notre commune afin qu'elle donne un avis sur le projet de plan des mobilités en Île-de-France, comme c'est notre rôle. Par conséquent, il est proposé en conseil municipal d'émettre un avis favorable sur le projet de plan des mobilités en Île-de-France et qui sera arrêté par le conseil régional, tout en veillant à la déclinaison adaptée de ce plan à la maille locale de notre territoire. Voilà. On restera très, très vigilant à ce qu'il y ait une bonne adéquation entre ces grandes orientations et leur mise en œuvre sur le terrain. Pour vous donner un élément supplémentaire d'appréciation sur le plan des mobilités, les 1276 communes de la région dont je parlais sont réparties en 6 catégories qui vont de l'hypercentre à la commune rurale avec des enjeux de mobilité différenciés. L'hypercentre, c'est Paris intramuros.
Et notre commune est classée en catégorie dite cœur, qui est le 2e échelon après Paris Intramuros. Cette catégorie cœur, elle est appliquée à des communes qui sont en majorité urbanisées et denses et en continuité de l'hypercentre. C'est-à-dire qu'on nous considère comme les communes de la Petite Couronne ou la ville de Versailles. Les enjeux qui sont définis dans ce plan des mobilités pour cette catégorie cœur, ce sont les suivants. C'est en premier la démotorisation des ménages et une forte réduction des déplacements automobiles au profit d'un transfert modal massif vers les transports collectifs et le vélo, grâce à un développement orienté vers les transports collectifs et à un renforcement de leur attractivité. Dans notre cas, il faut noter que nous sommes la seule commune de cette catégorie à ne pas avoir de liaison lourde, ferrée ou métro ou tram. Donc ça fera partie des sujets de discussion très certainement, et à un meilleur partage de l'espace public entre les modes et les usages. Il s'agit également d'y préserver et d'y développer des espaces pour la logistique. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup, madame Majou. Je me permets juste d'ajouter, pour avoir eu le plaisir de travailler à la version 1 du PDUIF en 98, qu'il y a une constante qui dépasse très largement les clivages politiques. On est sur, je pense, le 4e opus de ces documents. Il peut paraître un peu lourd à digérer, mais je vous invite d'abord à le conserver par devers vous. C'est quand même une somme d'informations. Mais ça dit aussi des choses de la constance des politiques publiques par-delà les changements de majorité au niveau de la région. Il y a des thématiques qui sont traitées de la même manière depuis maintenant 25 ans. Et voilà, notamment la promotion des transports publics, la décarbonation, c'est des sujets qui étaient déjà sur la table il y a plus de 25 ans. Donc je le redis par rapport à des débats qu'on a pu avoir dans cette enceinte, voilà, dans un certain nombre de projets. Le métro du Grand Paris en fait partie. C'est des projets de temps très longs. La prolongation des halls à l'ouest, on est sur des projets qui durent 30, 35, 40 ans. C'est important, quand on veut voir ces projets arriver à leur terme, qu'il y ait une forme de continuité de l'action publique, parce que ça dépasse largement les clivages politiques. Donc je vous invite, parce que c'est rare qu'on ait un document qui nous rappelle, voilà, la capacité d'agir dans le temps long. Ça nous rappelle aussi parfois le manque de moyens que collectivement nous sommes capables de mettre pour concrétiser ce qui ressemble parfois à un catalogue de bonnes intentions, parce qu'il y a des sujets qui sont sur la table depuis 25 ans et qui n'ont pas beaucoup bougé. Mais ça, c'est une autre histoire. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur ce plan de déplacement d'Île-de-France qui fera l'objet normalement d'une approbation au conseil d'administration de VGP, qui fera l'objet d'une approbation au conseil départemental dans 10 jours, et comme Marie-Laure Majou l'a rappelé, qui est donc soumis pour avis à l'ensemble des communes franciliennes. Donc ça a été comme un travail itératif long et compliqué, mais riche. Madame Bégère. Juste une remarque de fond, c'est que vous l'avez dit l'un comme l'autre, c'est qu'effectivement, c'est un document lourd dans lequel on retrouve alors beaucoup de bonnes intentions et beaucoup de points quand même assez forts. Hein. Quand on parle de 26% de réduction de décarbonation, c'est énorme. La question en fait qui se pose, mais qui est générale et très générique, c'est effectivement est-ce qu'on aura les moyens en face, compte tenu de ce qu'on voit au niveau de nos politiques publiques, de pouvoir avancer sur ces sujets. On parle des plans vélo, on le sait tous, le département était quand même un acteur fort sur ce sujet. On ne peut que constater le désengagement massif du département sur un certain nombre de sujets. Donc voilà, c'est juste une réflexion. Le point ferré est effectivement fondamental pour notre commune. Ça serait intéressant effectivement qu'on fasse un point, un moment sur ce sujet et sur l'avancée éventuelle qu'il peut y avoir. Voilà. Alors, vous l'avez très justement dit, il y a les intentions, c'est déjà bien de les réécrire. Il y a la réalité des moyens. Sur 25 ans, il y a eu des périodes plus fastes que d'autres. Il y a des projets dont on a réussi à sanctuariser les financements. Il y a des politiques sur lesquelles, effectivement, on a mis le bouton pause. Le département le fait en ce moment, et je dis bien que c'est sur le bouton pause qu'on a appuyé sur le soutien aux politiques vélo. Il est très probable, vu les contraintes budgétaires, que la région en fasse de même dans l'année qui vient, parce que quand on a 800 millions d'euros trouvés dans un budget, je crois que les préannonces de la présidente de région ne laissent que peu d'espoir sur le maintien d'un certain nombre de subventions. On traverse une période de crise économique et toutes les collectivités y sont
confrontés. Donc dans ces moments-là, on se reconcentre sur les priorités absolues. Ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer, et c'est important justement d'avoir des documents cadres qui se disent que le jour où le vent ressouffle dans les voiles, c'est quand même toujours dans cette direction qu'il faut aller. Ça a au moins cette vertu. Après, quand on fait des arbitrages budgétaires, puisque c'est aussi à ça que là-dessus que sont attendus les politiques, et bien dans ce document très large, etc., oui, il nous incombera d'inviter les décideurs à ne pas se tromper sur ce qu'ils prioriseront et ce à quoi ils renonceront, notamment dans les projets d'infrastructure. Et je milite évidemment pour tout un tas de raisons pour que le métro du Grand Paris, dans sa version originelle, soit terminé avant qu'on engage d'autres grands travaux. Et donc quand je dis terminé, ça veut dire qu'il faut que la ligne 18 Nord se boucle, à la fois pour la desserte de notre territoire et aussi pour l'efficacité globale d'un métro qui aura quand même coûté 35 milliards d'euros. C'est-à-dire pas tout à fait rien, et quand on boucle pas une boucle, la boucle fonctionne moins bien. Et que ce barreau, au-delà de l'intérêt qu'il porte pour notre territoire, il assurera une efficacité bien supérieure à l'ensemble du système, puisqu'en bouclant la boucle, ça permettra à des gens qui viennent du nord de Paris d'aller travailler à Saclay et vice-versa. Donc on n'est pas que sur la demande légitime de ce secteur des Yvelines d'avoir accès à du transport public lourd, mais c'est vraiment un sujet d'efficacité publique. Et quand on a dépensé 35 milliards d'euros, je ne vais pas dire qu'on n'en est pas à quelques milliards d'euros supplémentaires, mais il y a un peu de ça, et il y a le souci, parce que malheureusement on l'a déjà vécu sur les infrastructures routières. On est quand même un département qui est le grand spécialiste de faire ce qu'il faut pour qu'on l'oublie, avec une part de responsabilité des politiques à une certaine époque, mais qu'à un moment, quand on ne boucle pas la Francilienne, quand on ne boucle pas un certain nombre d'infraroutières, eh ben ça bouchonne. Et donc, je ne voudrais pas qu'on vive la même chose sur les infrastructures routières. Après, le billet, on le connaît, c'est 4 milliards d'euros. Le contexte économique, on le connaît aussi. Je rappelle également que les équipes techniques qui portent ce projet sont actuellement présentes, que si on les démobilise, on ne les remobilisera pas. C'est la réalité de l'industrie. Vous avez des compétences à un instant T. Si vous oubliez de les maintenir, on l'a vécu, on le vit avec le nucléaire, quand on interrompt une filière et qu'il faut la redémarrer, ça prend 10 ou 15 ans. Voilà, donc c'est toutes ces raisons qui m'amènent à militer avec d'autres pour que le tunnelier qui creuse en ce moment la partie de la ligne sud de la ligne 18, qui va donc arriver physiquement à Versailles en 2027 pour une ouverture de la ligne en 2030, ne soit pas expédié à la casse, qui va bien continuer, même si c'est un cousin qui vient creuser, à terminer le travail et le projet dans la globalité tel qu'il était imaginé et pensé en 2008, puisque je rappelle que c'est en 2008 qu'on a présenté les plans. Et il faut s'inscrire dans le temps long sur ces sujets-là. Y a-t-il, Madame Alquier? Je voudrais juste rajouter aussi, au niveau des infrastructures, l'effort qu'il faut faire au niveau de l'électrification et des infrastructures nécessaires pour pouvoir accueillir des bus électriques qui apparemment n'arrivent pas non plus, alors que c'est aussi un facteur important de décarbonation. Alors je partage complètement votre souci. Là, pour le coup, normalement, je touche du bois, l'électrification partielle du dépôt des Mortemais. Vous savez que les bus de l'agglomération sont hébergés sur un site pas préhistorique, mais historique pour le moins, puisque c'est un site qui a accueilli la maintenance des chars américains en 1945 et qui est à peu près dans son jus. Ça vous laisse une idée de l'état des bâtiments. Donc on est de l'autre côté du château de Versailles, sur le site des Mortemais. Ce dépôt provisoire, qui est provisoire depuis plusieurs dizaines d'années, devrait bouger pour permettre d'accueillir des bus modernes dans un dépôt moderne, avec un site qui pourrait se situer en limite de Saint-Cyr-l'École. Mais tout ça, c'est pour dans 5, 6, 7 ans. Donc on a obtenu de haute lutte qu'Île-de-France Mobilité veuille bien investir provisoirement dans des installations de recharge électrique qui, normalement, on espérait beaucoup que les JO nous aident mais ça n'a pas suffi. Donc normalement, à l'été 2025, ces infrastructures seront livrées. Et avec ces infrastructures, 42 bus qui nous permettraient d'avoir enfin la ligne 6201 et 6202, donc 2 des 3 lignes structurantes, basculer intégralement en bus électrique, avec les impacts en termes de nuisances sonores que vous connaissez, puisque c'est un sujet que j'avais abordé pendant la campagne. On aurait aimé que ça arrive plus vite. Voilà, je touche du bois parce que là, on parle maintenant de quelques mois. Toutes les autorisations, le château de Versailles n'a pas aidé beaucoup, donc il a fallu beaucoup batailler avec l'ensemble des administrations pour obtenir l'autorisation d'un investissement pas colossal, mais de quelques millions d'euros. La flotte de bus, elle n'est pas perdue. Les installations électriques, un jour,
le dépôt ayant vocation à bouger, elles ne déménageront pas avec. Mais on devrait au moins décarboner. Alors, ça n'est qu'une petite partie du parc de bus qui circule sur l'agglomération, mais pour notre commune, ce sont 2 lignes structurantes et ce sont 2 des 3 lignes qui roulent tard le soir. Donc, je rappelle que ça faisait partie quand même des sujets. J'ai beaucoup milité, moi, pour que ces 3 lignes roulent jusqu'au dernier train. Mais voilà, il faut qu'il y ait déjà des trains qui roulent et il faut faire nos meilleurs efforts pour que ces bus soient le moins polluants possible, à la fois d'un point de vue particules, mais aussi d'un point de vue sonore. Et on sait que les bus électriques sont de ce côté-là très performants. Voilà, donc j'espère pouvoir vous inviter à avoir passé les premiers bus électriques sur notre commune. Vous voyez quelques bus biométhane passer parce qu'on a des lignes qui viennent d'autres dépôts qui sont eux plus modernes, mais le dépôt historique de Versailles n'est malheureusement pas dans cette catégorie. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention ? On va donc passer au vote, donc qui est un vote pour avis. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent émettre un avis défavorable sur ce plan de déplacement des mobilités ? Est-ce qu'il y a des gens qui ne souhaitent pas prendre part au vote ou s'abstenir ? Alors abstention, Madame Lecludéda, il y a d'autres abstentions. Et donc pour le reste, on considère que l'avis est favorable à une très large majorité. Je remercie Madame Majou de s'être acquittée de la présentation. Délibération suivante, elle concerne une exonération de l'occupation du domaine public routier communal par les véhicules des forces de sécurité intérieure. Si je faisais un audacieux parallèle avec un certain nombre d'infrastructures, on est dans ce qu'on appelle l'héritage des JO. Mais c'est un héritage moins concret. On a pris une mesure dérogatoire à la demande des forces de police pendant les Jeux Olympiques pour globalement éviter de verbaliser inutilement les véhicules banalisés des forces de l'ordre qui étaient plutôt très présents sur nos communes. Le préfet de police de Paris nous demande dans une grande mansuétude que finalement cette mesure temporaire devienne définitive. Et donc on a jugé qu'il était politiquement habile et de donner une suite favorable à cette demande, sachant que de toute façon, on le sait, les véhicules de police et de gendarmerie ont des prérogatives. Alors, je parle bien, évidemment, on n'a jamais verbalisé des véhicules sérigraphiés. On aime le risque, mais voilà. Mais si la voiture est bien banalisée, normalement, la prune tombe. Et donc, voilà, ça nous évite de faire tourner la machine administrative pour faire sauter les PV des policiers. Voilà. Donc, si quelqu'un souhaite prendre la parole et le risque de s'exposer aux foudres du préfet de police, c'est le moment. Sinon, je vais considérer... Pas de vote contre, M. Sévely. Je vais me regarder avec intensité, me dit c'est le moment d'entamer la rébellion. Non. Pas de vote contre, pas d'abstention à l'unanimité. Merci pour nos forces de l'ordre et leurs véhicules. Monsieur Ribert, vous allez nous parler de l'actualisation de la détermination des emplois ouvrant droit au versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Merci Monsieur le maire. Donc effectivement, on est sur une mise à jour puisqu'on est sur une délibération annuelle. On l'avait pris la première fois l'année dernière, le 16 novembre 2023. Il convient cette année d'ajouter trois emplois. L'emploi de directeur du service enfance-jeunesse, celui de responsable des affaires civiles et enfin celui de responsable d'exploitation patrimoine bâti qui pourront, le cas échéant, avoir de versement des heures supplémentaires appelées dans la fonction publique IHTS. On aime bien les acronymes, sinon c'est pas drôle. Voilà. Merci Monsieur Ribert. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération ? Je n'en vois pas. Des votes contre, des abstentions à l'unanimité. Merci Monsieur Voiseux. Vous êtes emparé du micro pour nous parler d'une délibération, elle aussi classique, celle de la convention avec la brigade des sapeurs-pompiers de Paris pour des histoires de couloirs d'eau. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Alors qui dit classique ne dit pas qu'elle a été retravaillée. Donc cette convention de mise à disposition de la piscine municipale pour une brigade des sapeurs-pompiers de Paris, donc la compagnie de maintenance qui est basée à Bailly, juste à côté de chez nous, donc qui occupe la piscine, arrive à échéance le 24 novembre 2023. En contrepartie, il faisait des petites formations pour les enfants des centres aérés ou des écoles. Et donc cette année, ils ont renouvelé leur demande d'utiliser la piscine. Dans ce cadre-là, où c'était pas toujours évident de trouver aussi quand même l'organisation avec les accueils de loisirs, on a rediscuté avec eux de ce qu'ils pouvaient mettre en place. Et donc en contrepartie, maintenant, on aura une sensibilisation aux gestes qui sauvent auprès des animateurs des accueils de loisirs, et donc à raison de 4 séances de 2 heures dans l'année. Et donc on vous propose de renouveler cette classique convention, mais retravaillée. Mais je n'en doutais pas, Monsieur Voiseux.
C'est pas pour vous. Hein. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette convention? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? À l'unanimité. Merci pour nos sapeurs-pompiers de la BSPP. Madame Charpentier, vous allez nous présenter des modifications des règles générales d'organisation des accueils jeunes. Merci, monsieur le maire. Alors, on va parler de l'escale, donc qui est réservée aux collégiens. Et en fait, elle est ouverte en semaine pendant le temps scolaire, lundi, mardi, jeudi de 16 à 18h, le mercredi l'après-midi et le vendredi de 16 à 21h pendant les vacances, toutes les après-midi. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en semaine, sur le temps scolaire, il n'y avait personne après le collège. Ils rentrent chez eux travailler, c'est une bonne nouvelle. Et donc, on en a profité pour renforcer l'équipe d'animation sur les pauses méridiennes. Et je voulais en profiter pour dire qu'à Guilmer, on a mis ça en place avec succès. On ne parle plus de cantine, mais de restaurant. Il y a en fait un pôle d'activités avec plein d'activités. Et les enfants peuvent aller déjeuner quand ils veulent. Et ça change tout parce qu'en fait, c'est plus le CP, puis le CE1, puis voilà. Et donc, ça a apaisé énormément la pause méridienne à Guilmer. Donc, ça devrait être mis en place ailleurs. Et donc, je remercie les équipes de Olivier Tétard et Xavier Milly et toutes ces équipes. Et donc là, en fait, il faut se prononcer sur la fermeture de l'escale de 16 à 18 heures en temps scolaire. Voilà. Merci, Madame Chartier. Madame Philippe, vous souhaitez prendre la parole? Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Le taux de fréquentation est donc quasi inexistant les lundis, mardis et jeudis. Bien évidemment, nous sommes d'accord avec la fermeture de l'escale sur ces créneaux. Il me semble qu'il avait été évoqué lors d'une commission un éventuel changement de lieu pour cette structure d'accueil. Envisagez-vous une réflexion pour rendre ce lieu plus attractif pour les collégiens ou peut-on considérer que cette fermeture soit définitive sur ces créneaux horaires? Je vous remercie. Des réflexions sur l'évolution du site, oui, mais il n'y a rien de concret pour l'instant. Là, on partage avec vous la réalité de la fréquentation hein, et on essaie de rationaliser les moyens. Ça a été dit par Madame Charpentier. Le choix qu'on a fait sur cette rentrée scolaire, c'est de remettre des moyens à la pause méridienne parce que c'était une demande forte des parents, avec, je l'avoue, une expérimentation assez séduisante, mais au prix de moyens humains importants remis pour permettre effectivement aux enfants de choisir leur heure de repas et de leur offrir sur le temps de la pause méridienne hors repas des activités. Donc on a reconcentré des moyens, on travaille à périmètre à peu près constant. Je ne vais pas rebondir sur ce que dit Mme Fauvel, mais à un moment il faut tenir les budgets, donc on fait des choix et donc on a fait le choix de remettre des moyens là-dessus en espérant, et pour l'instant les retours sont effectivement très satisfaisants à la fois sur la souplesse qui est ouverte aux enfants, sur l'apaisement de cette pause méridienne, sur notre capacité à offrir des activités assez variées. Je rappelle quand même qu'on vérifie quand même que tous les enfants mangent. C'est pas parce qu'ils ont le choix de l'horaire. Oui, non, je préfère le préciser. Non, c'est pour le coup, il y en a un qui surveille tout à la fin. Hein. Donc, oui, c'est comme important, on vérifie qu'ils mangent. ça vaut d'être précisé. Et donc, voilà, on reconcentre les moyens. Et derrière, quand on arrive à des jauges qui sont trop basses, etc., alors après, on peut... Madame Charpentier l'a dit, effectivement, c'est rassurant, nos collégiens rentrent travailler à la maison, parce que normalement, il y a certains créneaux horaires où les collégiens n'ont pas vocation à traîner dehors, hein, dans d'autres configurations ça nous est rappelé, et donc il y a peut-être des questions pas existentielles mais sur l'offre qu'on doit à une catégorie de jeunes. Quand on s'arrête, on se dit finalement voilà, il y a des moments de la semaine où on n'a pas vocation à leur donner envie de ne pas être soit devant leur bouquin, soit à l'étude au collège, etc. Donc là, on n'est plus sur le constat qu'il n'y a plus de public et donc on rationalise. Après, sur la question de demain, l'évolution d'un lieu, bien évidemment, on pourrait se dire qu'un lieu en proximité du collège serait peut-être plus adéquat, puisque globalement, en tout cas, nous, notre collège public, il n'a pas vocation à déménager, vous savez où il est, donc l'escale aujourd'hui n'est pas hyper bien placée. Voilà. Mais là, tout de suite, dans les mois qui viennent, on ne va pas faire bouger tout ça. Et on ne va pas non plus rénover l'escale telle qu'elle est aujourd'hui. Pour l'instant, on est peu fréquentée. On a d'autres projets à terminer. Mais voilà, mais la question reste à l'étude. Merci. Je vous en prie. Merci le maire. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention autres? On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité. Merci. Eh bien, Madame Charpentier, comme vous avez été efficace, on va vous laisser la parole pour nous parler de l'avenant à la convention d'objectifs et de financement pour la prestation de services des accueils de loisirs sans hébergement ou ALSH. Ouais, alors accrochez-vous. Donc c'est
la commune qui a signé avec la Caisse d'allocation familiale des Yvelines, donc la CAFI, une convention territoriale globale donc en 2023, et ce conventionnement a permis d'intégrer donc une aide complémentaire, le bonus territoire. C'est le même principe qu'avec les crèches. Et en fait, ça va nous permettre de récupérer un petit peu plus de sous si je résume, mais je reprends sagement ce qui a marqué. Donc en fait, ça prévoit la mise en œuvre de nouvelles évolutions de financement pour la convention d'objectifs et de gestion, et donc c'est bien favorable à la commune. Donc pour les accueils de loisirs extrascolaires et adolescents, le bonus territoire CTG offre nouvelle et le complément inclusif handicap. C'est de même pour les accueils de loisirs périscolaires, avec en plus l'intégration du temps du repas pour la pause méridienne et l'intégration du plan mercredi dans les bonus territoires. Voilà. Donc en fait, la commune bénéficierait dans un premier temps de la nouvelle offre du bonus territoire et du complément inclusif, puis le cas échéant de l'intégration du temps du repas de la pause méridienne et du plan mercredi. Et pour bénéficier de ce versement supplémentaire, il faut donc approuver les termes de ces avenants. Voilà. Et avec un bénéfice de 10 000 € environ, si vous voulez les chiffres, je les ai sous les yeux. Merci Madame Charpentier. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération? Je n'en vois pas. Ah, si, Madame Bilger. Non, effectivement, on avait juste demandé une estimation de chiffres, en fait. 10 000 d'économies à la fin. Oui, en fait, le complément inclusif, c'est 32 000 €. Donc ça, c'est nouveau en fait en 2024. Il y a le bonus territoire, c'est 90 000 € et tout ce qui est prestation ordinaire, en fait, c'est comme ça que c'est marqué, de 280 000 €. Voilà. Mais donc le delta, on était en 2023 à 373 000 € et on passe à 384 000 € en 2024. J'ai cru un début d'applaudissement, Madame Bataille. Y a-t-il des souhaits d'intervention autres? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité, merci. Monsieur Consdor, vous avez la parole. Nous parler d'une adhésion à la centrale d'achat valdoise numérique. Mais pourquoi cette tentative d'évasion dans des départements éloignés? Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Alors l'idée de cette délibération est d'adhérer à une centrale d'achat, Focus Numérique, gérée par Valdoise Numérique pour disposer d'un cadre contractuel et travailler avec un prestataire sur des travaux d'infogérance et de maintenance. Deux sujets d'importance pour le bon fonctionnement des services de la mairie et qui présentent donc un intérêt pour le centre des utilisateurs, administration c'est évident, mais aussi administré. Le tout in fine en faisant des économies, ce qui n'est pas négligeable. Donc l'adhésion à cette centrale d'achat ne nécessite pas de droit d'entrée, il y a seuls des frais de gestion qui seront applicables à hauteur de 7%. Il est donc proposé au conseil municipal d'adhérer à la centrale d'achat Focus Numérique gérée par Valdoise Numérique. Merci. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention? Alors, les économies, oui, Monsieur Consdorf. Alors, a priori, on passerait de 192 000 € en 2023, enfin, chiffre de 2023, à 120 000 € a priori en 2025. Et le montant des 7%, ça ferait quelque chose comme 12-13 000 €. Mais comme c'est lissé, enfin bon, c'est un peu compliqué, donc je ne rentre pas dans le détail, mais ça devrait faire à peu près ça. Merci. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération? Des avis, des votes contre? Des abstentions? Cette délibération est adoptée, donc l'adhésion sera actée. Nous avons quelques modifications dans les compositions de la commission d'appel d'offres liées à la démission de Madame Kelly et à la démission également de Madame Ajout de cette commission pour risque de conflit d'intérêt potentiel avec son activité professionnelle. Il vous est donc proposé de remplacer Madame Kelly par, donc ce sont des postes de suppléants, je précise, par Monsieur François Lecomte qui a rejoint le conseil au départ de Madame Kelly, et de remplacer Madame Ajout par Madame Martine Bélier sur ces deux postes de suppléants. S'il n'y a pas d'autres modifications en avis candidature, je n'en vois pas. Normalement, on doit voter à bulletin secret si vous en êtes tous d'accord et donc on s'autorise à voter à main levée. Je vous en remercie vivement. Donc je rappelle pour l'administration, les titulaires, M. Louis-Marie Soleil, Mme Aline Temenides, M. Claude Joriot, Mme Marie-Claude Chevrier, M. Jean-François Pommery. Pour les suppléants, M.
Philippe Collins, Monsieur Frédéric Rospini, donc Madame Martine Bélier, Monsieur François Lecomte et Madame Nicole Alquier. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? À l'unanimité, merci et bienvenue à nos deux collègues. Pas là-dedans, mettez Président peut-être. Ouais. De la même manière, nous avons à désigner, modifier des représentants au conseil d'école des maternelles élémentaires, là aussi lié au départ de Madame Kelly. Donc nous proposons que Monsieur François Lecomte reprenne ses fonctions à l'école Jean-Louis Forain et on m'indique que ce sera l'occasion de profiter de modifier deux petites coquilles puisque actuellement sont représentantes à l'école Perrault Madame Chevrier et à l'école Chevreloup Madame Godot. Voilà. Donc, si pas de souhait d'intervention, je vous propose donc d'adopter à l'unanimité ces mises en place. Je remercie mes collègues de leur disponibilité et de leur dévouement pour ces conseils d'école. Nous arrivons au terme de ce conseil. Il y a des décisions. Y appelle-t-elle des commentaires ou des précisions de la part de l'un ou l'autre d'entre vous? Je n'en vois pas. Une fois n'est pas coutume, il n'y a pas de questions diverses. Et donc, je pense qu'on a battu le record. Voilà, donc je vous remercie d'avoir. Voilà, vous allez pouvoir rentrer chez vous, peut-être dîner à l'heure, pas mourir de froid. Le prochain conseil sous le contrôle de l'administration a lieu le 19 décembre. Voilà, donc je vous promets qu'il y aura du chauffage, je m'y engage solennellement. Voilà, merci à toutes et à tous et passez une bonne soirée. À très bientôt sur nos lignes.